Bonsoir, c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons pour cette nouvelle année puisque nous sommes à 5300 km de la France, à Dubaï, l'un des 7 Émirats Arabes Unis. Alors pourquoi Dubaï? Eh bien tout simplement parce que nulle part ailleurs on peut voir une telle concentration de richesse, une opulence visible à l'œil nu. Regardez derrière moi tous ces buildings, il y en a 600 au total sur un territoire à peine plus grand que la ville de Marseille. Alors la plupart de ces tours abritent des appartements de luxe ou des complexes hôteliers de 4, 5, 6 ou 7 étoiles. Et cette folie des grandeurs ne s'arrête pas là. En ce moment, Dubaï construit des projets complètement fous, des projets mégalos comme par exemple des îles artificielles en forme de palmiers, des groupes d'îles en forme de map-monde ou encore même une station de ski sous un dôme à quelques pas du désert. Alors pourquoi une telle débauche de luxe? Eh bien parce que Dubaï veut devenir la destination qui attire les grandes fortunes du monde entier. Un pari pas forcément saugrenu quand on sait qu'il y a beaucoup plus de riches sur la planète aujourd'hui. Il faut par exemple savoir qu'il y a 2 fois plus de millionnaires aujourd'hui dans le monde qu'il y a 10 ans. Alors, qui sont ces nouveaux riches? Comment font-ils fortune? À quoi ressemble leur train de vie? Secrets et révélations sur cette planète des riches, c'est tout de suite dans Capital. Montrez-nous votre... Avec sa petite retraite, Madame Garnier, 92 ans, n'a même pas de quoi payer les travaux pour entretenir sa maison. Et pourtant, il y a 2 ans, le fisc lui est tombé dessus pour l'ISF. J'ai eu à payer 5 426 €. Sa fortune, c'est sa maison dont la valeur a explosé en quelques années. Avec la flambée des prix de l'immobilier, de plus en plus de Français sont maintenant soumis à l'ISF sans même le savoir. Quelles sont les méthodes des agents du fisc pour traquer les fraudeurs? Et comment certains, très riches, parviennent-ils à échapper à l'ISF? À Dubaï, il n'y a pas de pétrole, mais des fortunes à faire. Et on vient du monde entier pour y tenter sa chance. Faut suivre, hein. Sinon c'est pas très intéressant en fait. Sinon vous regardez le train passer. Luxe, tourisme, immobilier. Qui sont les Français qui ont bâti des réussites parfois spectaculaires? Quels sont les secrets de cette ville extravagante qui a poussé en quelques années en plein désert? À seulement 26 ans, cet Italien gagne des millions d'euros. Son terrain de jeu, les bourses du monde entier. Toute la journée, il achète et il vend. Ok, j'achète 4000 actions d'Omnivision. Gualtiero Giori est l'un des traders les plus prometteurs de la planète. De Genève à New York, comment déniche-t-il les meilleures affaires? Quels risques prend-il sur les marchés financiers? Ava et Jesus, un couple de très riches Espagnols, rêvent de s'acheter un château en France. C'est très romantique. Et pour s'offrir leur nid romantique, ils ont un budget de plusieurs millions d'euros. Des clients rêvés pour l'agent immobilier. Comment travaillent les commerciaux spécialisés dans les châteaux et comment se négocie la vente de ces bâtisses d'exception. Alors ce qui frappe lorsqu'on arrive ici, c'est la frénésie des constructions, des buildings ultra modernes au design futuriste. Il faut savoir qu'ici, il y a 10 ans, sur cette place, eh bien, il n'y avait rien, il n'y avait que du désert. Aujourd'hui, Dubaï connaît un boom immobilier spectaculaire avec des acheteurs venus du monde entier, des États-Unis, d'Europe bien entendu, mais aussi de pays comme la Russie, l'Inde ou même la Chine. Alors, ce phénomène n'est pas propre à Dubaï. On le retrouve à peu près partout en Occident et notamment en France où les prix ont doublé en seulement 8 ans. Résultat, eh bien aujourd'hui, pas besoin d'être millionnaire pour être considéré comme riche. Il suffit parfois d'être un petit propriétaire pour être soumis à l'ISF, l'impôt sur la fortune. Alors, ces nouveaux riches le sont-ils vraiment? Comment le fisc les repère-t-il? C'est un reportage de Thibaut Formery. En ce moment, Maître Garot, notaire, travaille au pas de charge. Il y a quelques jours, des habitants de cet immeuble parisien l'ont appelé un peu paniqué. Monsieur Garot. Il ne vient pas pour régler une succession, mais pour estimer leur patrimoine et pour savoir s'ils doivent payer l'impôt sur la fortune. Tous les jours, j'ai une demande concernant l'ISF. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour l'ISF, Maître Garot ne va pas s'intéresser à leurs revenus, mais à ce qu'ils possèdent, leur patrimoine. Bonjour monsieur. Ça va? S'ils possèdent plus de 750 000 €, ils devront le déclarer au fisc. Bon,
Eh bien, on va faire une petite étude de patrimoine et on va regarder si vous êtes riche ou si vous n'êtes pas riche. Voilà. Monsieur et madame ont 80 ans. Autrefois, il était opticien, elle, employée. Aujourd'hui, ils touchent 2000 € de retraite. Toute leur vie, ils ont mis un peu d'argent de côté, mais a priori, ils ne roulent pas sur l'or. Pourtant, il y a quelques jours, un article sur l'ISF dans leur magazine préféré leur a fait peur. Un petit encart sur les pénalités en cas de déclaration tardive. Vous aviez entendu parler de l'ISF avant ? Oh, oui, mais comme ça, par hasard. Oui. Moi, je ne me considérais pas fortuné. ISF, c'est la fortune. Alors, j'avais entendu parler, bien sûr. D'accord. Et là, une fois que vous avez lu cet article, qu'est-ce que vous êtes dit ? Alors, premièrement, on a commencé à ne pas dormir les nuits parce que on ne savait pas comment il fallait faire. Allez, on fait le tour. Pendant une demi-heure, Maître Garot va fouiller dans tous les coins. L'ISF, c'est aussi entrer dans l'intimité des personnes. C'est pas très plaisant quelquefois. Ça commence par l'appartement. Nous avons ici grand couloir avec placard. Un 5 pièces de 100 mètres carrés. Il est en bon état, mais n'a rien d'exceptionnel. 2 WC, 2 petites chambres. Vous voyez, c'est un appartement d'un standing tout à fait normal, voire même moyen. Les montants de porte, c'est des montants de porte HLM que l'on fait maintenant. Ils sont en bois, mais vous voyez, il n'y a pas de luxe apparent. On voit les fils qui se promènent. Ce 5 pièces, ils l'ont acheté il y a 30 ans. À l'époque, ils l'ont payé 640 000 francs à crédit, moins de 100 000 €. Bien évidemment, il vaut beaucoup plus aujourd'hui. 650 000 € sans aucun souci. Alors qu'ils l'ont acheté 640 000 francs Oui. Il y a 30 ans. Oui. Mais ce n'est pas tout. Maître Garot veut aussi mettre son nez dans leur paperasse pour ne rien oublier de leur patrimoine. Et puis on a encore un autre petit appartement, là. Environ. Nos retraités possèdent en effet un autre appartement où habite leur fille, sa valeur 219 000 €. Mais le notaire n'en a pas fini. Il veut aussi décortiquer leur compte bancaire. Et puis il y a les meubles, les bibelots et même l'électroménager. Tout ça, c'est du patrimoine. Enfin, il va même jeter un coup d'œil dans la boîte à bijoux. Pas tout. Je n'ai pas de bijoux. Voilà, donc on le fait non, rentrer. juste que l'alliance, c'est une bague. Non, l'alliance, ça compte pas. Heureux. Non, l'alliance, faut pas exagérer quand même. Non. L'alliance, ça rentre pas dans l'ISF ? On la fait pas rentrer. Il faut avoir un peu de pudeur quand même. Donc on nous en parle pas, même si c'est un rond de diamant. Faut pas exagérer non plus. Méfiance quand même, le fisc ne passera pas à côté d'un gros caillou. C'est l'heure des comptes. Selon le notaire, leur patrimoine personnel s'élève donc à 917 620 €. Ils sont bons pour l'ISF. Ça va leur coûter 922 € par an. Et à ce prix-là, désormais pour le fisc, ils sont riches. Madame, qu'est-ce que ça vous fait d'être riche ? Je ne me considère pas riche. Allez. Pourtant, comme ce couple, 50 000 Français découvrent chaque année qu'ils sont devenus riches, principalement grâce à leur appartement. Une vraie révolution. Car à l'origine, l'ISF, c'était ça. Un impôt sur les grandes fortunes, taillé sur mesure pour les propriétaires de châteaux et de voitures de luxe. Un impôt au cœur d'une âpre bataille politique. 1981, les socialistes arrivent au pouvoir. Leur première mesure, taxer les plus riches, et ils assument. Nous savons bien que l'impôt sur les grandes fortunes ne sera jamais plébiscité par les détenteurs des grandes fortunes. La gauche emporte la première manche. Mais en 1986, Jacques Chirac devient Premier ministre. C'est la revanche, il supprime l'impôt. Une manche partout. 2 ans plus tard, la gauche revient et c'est Michel Rocard qui remporte la belle. Il a besoin d'argent pour créer son RMI et pour le financer, il a une solution toute trouvée. Le financement du revenu minimum d'insertion sera assuré pour partie par le rétablissement d'un impôt sur la fortune. Depuis, personne n'a touché à cet impôt, ni à gauche, ni à droite. Pourtant, en 10 ans, les choses ont bien changé, et ça n'était pas prévu. Avec la flambée des prix de l'immobilier, 3 fois plus de Français sont soumis à l'ISF. Ils sont 500 000 aujourd'hui. Et parmi les nouveaux venus, certains ne roulent vraiment pas sur l'or, loin de là. Direction l'île de Ré, au large de La Rochelle. Un petit paradis à 3 heures de Paris, relié au continent par un gigantesque pont.
Dans ces petits villages de charme, le prix des maisons de pêcheurs a explosé. En 10 ans, l'immobilier a été multiplié par 3. Résultat, il y a ici 5 fois plus de contribuables assujettis à l'ISF que la moyenne française. Cette maison appartient à Madame Fournier, 92 ans. Montrez-nous votre maison, Madame Fournier. Suivez-moi, mais comme il pleut, je vous fais passer par l'intérieur. Une maison en plein centre de Saint-Martin-de-Ré dont elle a hérité avec son mari en 1959. C'est une maison de famille, c'est ça? Ah, une maison de famille depuis plus de 120 ans à peu près. Ma belle-mère était née dans une chambre là-bas et morte dans une ici. Une belle bâtisse, mais qui a pris un sérieux coup de vieux. Mur décrépit, infiltration, elle aurait besoin de gros travaux. Regardez, le mur est tout un... Il faudrait refaire toutes les peintures, tout le mur. Là-bas, ça n'a pas bougé, mais ici, il y a plein de salpêtres. Mais pourquoi vous ne faites pas de travaux? Parce que je n'ai pas les moyens. Maintenant qu'on vient de nous donner cette fameuse ISF, et avec un rappel en plus... Madame Fournier est tombée de sa chaise. Car quand elle a hérité de cette maison il y a un demi-siècle, elle valait l'équivalent de 28 000 €. Mais comme partout sur l'île de Ré, sa cote a explosé. En fait, elle aurait dû payer l'ISF depuis plusieurs années, mais elle ne l'a jamais déclaré. Alors en 2004, elle a eu droit à un redressement fiscal. Alors le redressement, vous voyez, j'ai eu à payer 5 426 €. Le fisc a estimé que le prix de sa maison avait dépassé le cap des 750 000 € en l'an 2000. Elle a donc été redressée de 2000 à 2004. Seulement, avec ses 1 000 € de retraite, Madame Fournier ne paye même pas l'impôt sur le revenu. Voilà ce qu'elle avait sur ses comptes au moment du redressement. C'est-à-dire, vous aviez 73 € sur votre compte de dépôt? Oui. Compte courant? Ça, c'est le code des vies. Et de monsieur et madame, on avait 32 et 32. Voilà. 32 €. Au Crédit Lyonnais. Mais c'est pas une fortune, ça. Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est une fortune. Depuis son redressement, chaque année, elle doit payer 2 750 € d'ISF. Ça, c'était cette année. En fait, ce sont ses enfants qui le payent. Sans eux, elle aurait déjà dû vendre cette maison qui vaut aujourd'hui 1,5 million d'euros. Quitter l'île de Ré, mais pour aller où? C'est toute la question. Je sais pas, j'ai rien d'autre. Absolument rien d'autre. Comme Madame Fournier, en 2004, plusieurs dizaines d'habitants de l'île de Ré ont eu droit à un redressement. Mais comment le fisc s'y prend-il pour estimer la valeur de votre maison? La direction des impôts a refusé de nous ouvrir ses portes. Mais l'un de ses inspecteurs spécialisés ISF a accepté anonymement de nous montrer comment il procède. Un travail digne d'un expert immobilier. Quand il s'intéresse à un contribuable, pour se faire une idée plus précise de la valeur de son bien, il se rend carrément en bas de chez lui. Par exemple, s'il devait évaluer le patrimoine d'une personne habitant au dernier étage de cet immeuble, voilà toutes les informations qu'il noterait sur son petit carnet. Voilà ce que j'appelle un immeuble d'exception. Vous avez une bonne hauteur sous plafond, une grande fenêtre. Il a été refait récemment, donc double vitrage qui est installé. Vous avez des beaux balcons. Autant d'éléments qui vont lui servir à établir la valeur d'un appartement dans cet immeuble. Mais il ne s'arrête pas là. Regardez ça. Qualité de la pierre. Décoration sous le balcon. C'est un immeuble qui est très très bien entretenu. En plus très bien gardé, il y a une concierge. Je peux pas rentrer. Vous pouvez rentrer, non? Non. Vous n'avez pas le droit? Ah non, j'ai pas le droit, non. Là, je regarde juste les parties communes. Un agent du fisc n'a pas le droit de rentrer, mais le coup d'œil suffit. Ça donne un plus, l'ascenseur. Oui, il y a un ascenseur. Donc il y a un ascenseur parce que je vois une porte grillagée, donc effectivement, il y a un ascenseur. Ah oui, c'est un plus. Grâce à cette petite enquête de terrain et à sa connaissance du marché de l'immobilier, il estime que dans cet immeuble, le mètre carré vaut 7 000 €, égard au tricheur. Et si les contribuables à l'intérieur ou un contribuable déclarent 4 500? Ah non. Là, j'interviens. Je dis c'est pas possible, vu la qualité de la construction, vu la qualité de l'emplacement, non. Il y a donc ceux qui sous-estiment, et puis ceux qui ne déclarent carrément rien, en espérant échapper au fisc. Et là, l'inspecteur des impôts a une méthode infaillible. Dans son bureau, il épluche les déclarations de succession transmises par le notaire du quartier, c'est-à-dire la valeur du patrimoine laissé à un héritier.
Si l'héritage est supérieur à 750 000 €, la curiosité de notre inspecteur commence à s'aiguiser. Dans mon bureau, j'ai des dossiers. J'ai des dossiers des déclarations de succession et qui remontent sur 3 ans. J'ai un certain nombre de déclarations ISF aussi qui remontent sur 3 ans. Attention, si le défunt n'avait pas déclaré l'ISF avant sa mort, c'est aux héritiers de payer à sa place et ça peut coûter cher. Et là, c'est très intéressant parce qu'on peut remonter sur 10 ans puisqu'il y a une omission. On peut déclarer, donc c'est 10 ans en arrière. Voilà. Si vous êtes un petit contribuable ISF, vous n'avez guère le choix, difficile d'échapper au fisc. Mais pour les grosses fortunes, c'est une autre histoire. Un tiers des multimillionnaires choisissent la solution radicale, partir à l'étranger. Chaque jour, selon Bercy, un Français quitte le pays pour la Belgique, l'Angleterre, la Suisse ou encore l'Irlande. Autant de paradis fiscaux qui ne prélèvent aucun impôt sur la fortune. Des exils parfois retentissants, exemple Johnny Hallyday. En décembre dernier, la star annonce son départ pour la Suisse. 70% de ses gains partent en ISF et en impôt sur le revenu. Johnny Hallyday a donc décidé de s'installer à Gstaad, dans ce chalet. Un départ qui n'est pas du goût de tout le monde. Si j'apprécie l'artiste, je regrette un peu le comportement du citoyen. Quand on a beaucoup d'argent, comme les grands artistes, eh bien, on doit montrer l'exemple et payer ses impôts en France, dans le pays qui vous accueille et qui a fait votre succès. Des critiques dont Johnny Hallyday n'a que fait. J'en ai rien à foutre. J'en ai marre, comme beaucoup de Français, de payer ce qu'on nous impose comme impôt. Et puis voilà, j'ai fait mon choix. Mais j'aime la France et vous savez, même si je suis résident ailleurs, je suis quand même citoyen français. Des citoyens français très riches qui possèdent plus de 15 millions d'euros et qui choisissent de rester, il en existe pourtant. Ils sont 1000 environ. Nous avons retrouvé l'un d'eux en Normandie, dans la région de Deauville. Cette belle maison appartient à Francis Reversé, 65 ans, un multimillionnaire plutôt discret. Je suis pas riche, je suis à l'aise. Ouais. C'est pas pareil. Il est suffisamment aisé en tout cas pour avoir des employés qui gèrent son argent. Tout a démarré en 91 grâce au Minitel. C'est sur l'ancêtre d'Internet qu'il crée Dégriffe Tour, le premier service à vendre des voyages dernière minute à prix cassé. Un énorme succès qui va faire sa fortune. 9 ans après avoir créé son entreprise, il la revend et empoche un chèque de 36 millions d'euros. Ses conseillers fiscaux l'encouragent aussitôt à quitter la France car il va devoir payer 640 000 € d'ISF par an. Le terme élégant, c'est vous avez intérêt à vous délocaliser. Oui. Et j'ai joué à l'idiot en disant ça veut dire quoi ? On dit bon, partir dans des pays où la fiscalité est plus favorable. Et alors Non, nous on est français, on a gagné notre argent en France. On veut vivre en France et l'investir en France. Tu veux peut-être une décision qui lui coûte cher. Son comptable a fait le calcul. S'il reste en France, il aura perdu près de la moitié de sa fortune dans une vingtaine d'années. On nous avait clairement prévenu, on nous a dit votre patrimoine va se dégrader d'environ 2% par an. Ouais. Bon, avec ma femme, on s'est dit on a un seul fils, il lui restera toujours quelque chose. Et bon, on prend ça avec philosophie. Francis Reversé n'est pas Johnny Hallyday, il veut rester en France, mais alors autant limiter la casse. Pour payer moins d'impôts, même quand on est très riche, il y a des astuces. Par exemple, en achetant une forêt. La sienne est à une demi-heure de voiture, au bout d'une petite route. Nous arrivons, nous entrons dans la forêt. Ici, monsieur Reversé est comme un seigneur sur ses terres. Voici donc sa dernière acquisition, une grande forêt de 170 hectares. L'État n'a pas les moyens d'entretenir ces sous-bois. Alors pour les contribuables qui en achètent, il y a une grosse réduction d'impôts. Francis Reversé l'a payé 1 million d'euros. Il sera exonéré d'ISF sur les 3/4 de cette somme. Un cadeau fiscal beaucoup plus amusant que de l'argent qui dort en banque. Pardon. Pas grave. C'est quand même plus satisfaisant que de voir des lignes au bas d'un relevé de banque à la fin du mois. Ouais, quand même, sa vie. Francis Reversé limite les dégâts, mais il paye tout de même 1 800 € d'ISF chaque jour. Certains ont trouvé une solution plus radicale et l'ISF, ils n'en payent plus du tout. Un parking discret en plein Paris. Maître Garot
Le notaire spécialisé ISF a rendez-vous avec l'un de ses clients, Stéphane Dermite, 33 ans. Cet homme, c'est le dernier héritier de Jean Cocteau. On est dans un Fort Knox parisien. À l'intérieur, un bunker de 20 000 mètres carrés. Des couloirs interminables, des portes blindées et derrière, des centaines de millions d'euros d'œuvres d'art entassées là par de riches collectionneurs, dont Stéphane Dermite. Cet héritier prépare une exposition Jean Cocteau à Athènes. L'artiste, mort en 1963, avait légué au père de Stéphane toute sa collection personnelle. Les toiles des plus grands noms de l'art contemporain sont enfermées là, dans ce box climatisé. Voilà. Ici, c'est le Picasso, qui est daté 1917. Oui. Ici, c'est le portrait de Jean Cocteau par Modigliani. La collection de Stéphane Dermite est estimée à 7 millions d'euros. Il ne paye pas d'ISF, car les œuvres d'art sont totalement exonérées. Une mesure qui encourage les collectionneurs à les garder en France. Stéphane Dermite, lui, en vend une de temps en temps, quand il a besoin d'argent, car il ne travaille pas. Bah voilà, si je veux un peu plus d'argent, je vends une toile parce que j'ai des pièces en double ou en triple que je peux vendre. Et vous achetez quoi avec ça? Eh ben écoutez, je pars à l'île Maurice. Allez, on ferme le coffre-fort. L'an prochain, l'ISF rapportera 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État. On vient de voir comment en France on pouvait être non seulement imposé sur ses revenus, mais aussi sur son patrimoine. Alors comment ça se passe ici? Qu'est-ce qui attire les gens riches à Dubaï et quelle folie rêvent-ils de s'offrir? Nous allons rencontrer quelqu'un qui, dans son boulot, côtoie tous les jours des fortunes. Son job, vendre des yachts. Xavier Favre, pourquoi les riches viennent à Dubaï? Parce qu'il y a d'autres endroits au monde. Pourquoi Dubaï? Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôt. Donc quand vous gagnez 100 euros, ce sont 100 euros dans votre poche. Pas d'impôt sur le revenu? Aucun impôt. Pas d'impôt sur la fortune? Absolument aucun. D'accord. Il y a aussi la sécurité, où c'est vrai qu'on est dans un pays dans lequel il y a très peu de délinquance, il y a très peu de vols, on se sent quand même bien en sécurité. Mais alors, les gens qui viennent à Dubaï, les gens fortunés qui viennent à Dubaï, qu'est-ce qu'ils rêvent de s'offrir? Qu'est-ce qu'ils s'achètent? Beaucoup de joujoux en nature, des très belles, très grosses voitures, les derniers modèles. Il y a un parc automobile ici qui est complètement hallucinant. Les bateaux, bien sûr. Par exemple, ce bateau, il vaut combien? Il vaut un peu moins de 2 millions d'euros. Et comment vous vendez des bateaux ici à des clients qui habitent Dubaï ou qui résident à Dubaï? Il faut que ça brille, il faut que ça soit un peu clinquant. Et après, c'est vrai qu'en France, quand on vend un bateau, c'est une vente technique, c'est une vente sur les données techniques du bateau. Alors ici, on va plus s'appuyer sur des petits gadgets comme des écrans plasma, la qualité du cuir dans le salon. Donc c'est différent. Est-ce que ici, on vous demande des options très particulières quand vous vendez un bateau? Moi, je le rencontre plus dans l'activité de charter. Quand on loue des bateaux, c'est vrai qu'on voit énormément de mets et de boissons très luxueuses à bord et on nous les demande régulièrement. Exemple, j'ai aujourd'hui 2 charters sur 3 où ils réclament des menus de ce qu'on appelle du seafood, sur lequel il y a 1 kilo. Et c'est minimum 1 kilo de langouste par personne. Ah oui. Ouais, avec surtout les Russes, ils sont très amateurs. Ils ont faim alors. Oui, ils mangent beaucoup. Et aussi, c'est pareil au niveau ils viennent avec des boissons à bord assez prestigieuses. Du genre? Des grands crus Dom Pérignon. Des bouteilles à quoi? 2000, 3000 euros? 2000, 3000 euros, oui, ça arrive régulièrement. Donc en fait, vous venez ici pour essayer de gagner de l'argent? Exactement. Vous gagnez combien aujourd'hui, par exemple? Au bas mot. Non, aujourd'hui, j'ai de quoi bien vivre à Dubaï. Et vous donnez combien de temps? 5 ans. Et après, on arrête de travailler? J'espère.
Alors aujourd'hui, Dubaï est en train de devenir une cité gigantesque avec des constructions qui poussent dans tous les sens. Rien qu'ici, dans ce quartier, 25 000 logements sont en train de sortir de terre. 25 000 logements qui devraient, d'ici 2 ans, accueillir 100 000 habitants venus du monde entier. Alors, comment un territoire désertique comme Dubaï est-il devenu une des villes les plus prospères au monde? Qui profite de ce boom? C'est un reportage de Stéphane Martin. Gisèle Arrigone, décoratrice d'intérieur à Dubaï, file chez l'une de ses riches clientes. Elle ne se trouve pas dans ses tours, mais ici à Emirates Hills, une sorte de Beverly Hills local. Des maisons toutes neuves, à 10 millions d'euros, achetées par des hommes d'affaires du Golfe, des Indiens, des Occidentaux. Après avoir croisé une petite armée de domestiques, elle retrouve sa cliente. C'est la femme de cet homme, un Iranien, magnat local de l'immobilier. Leur maison donne sur un golf. Elle fait 800 mètres carrés. Cuisine de 80 mètres carrés. Et une salle de jeu pour monsieur. Ça, c'est sa chambre de jeune homme. C'est là où il joue aux jeux vidéo, mais il faut qu'on change vraiment tout, là. Ils ont acheté la maison 12 millions d'euros avec les meubles. Mais la propriétaire veut tout changer, à commencer par une pièce de séjour. Aidée par 2 assistants philippins, Gisèle lui fait une proposition sur le champ, dans un style un peu plus design que ce qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'on devrait mettre quelque chose, là. Oui, là, il nous faudrait quelque chose, une sculpture ou des œuvres d'art. En un quart d'heure, elles se mettent d'accord sur des nouveaux aménagements. Ça coûtera 40 000 euros. Claquer 40 000 euros en quelques instants. À Dubaï, ça n'a rien d'exceptionnel. Les nouveaux riches accompagnent la formidable croissance de la ville, plus 15% par an. C'est 10 fois plus qu'en France. En plus, Dubaï attire des touristes très fortunés dans sa dizaine d'hôtels de luxe. Comme celui-ci, en forme de voile, où le prix de la suite peut atteindre 7 000 euros la nuit. Dubaï est un émirat grand comme un département français. La ville est cernée par le désert, l'un des plus chauds du monde. Dubaï, c'est l'histoire incroyable d'un mirage sorti des sables en quelques années. Cette berline de grand luxe, astiquée par un domestique, appartient à l'un des 5 hommes les plus puissants de Dubaï. En tenue traditionnelle, il a l'allure modeste. Mais ne vous y trompez pas, Khalaf Al-Abtour, 56 ans, pèse 1 milliard d'euros. Ça aide à cultiver une certaine décontraction. Vous avez beaucoup de petits-enfants, hein? Combien d'enfants avez-vous? Ne dites pas aux filles françaises que j'ai beaucoup de petits-enfants. Il a de l'humour, mais surtout Khalaf Al-Abtour règne sur la construction à Dubaï. Il a déjà une 50aine de buildings à son actif, dont son chef-d'œuvre, la fameuse tour en forme de voile, le Burj Al Arab, l'un des plus grands hôtels du monde, 250 mètres. Il a fait sa fortune en moins de 40 ans au rythme du boom de Dubaï. Car voilà à quoi ressemblait l'émirat dans les années 60. Des bédouins et des pêcheurs de perles dans ce qui n'était à l'époque qu'une petite ville arabe traditionnelle, où a grandi Khalaf Al-Abtour. Vous savez, à cette époque, on s'en foutait un peu du business. Notre business, c'était les chameaux, les perles, voilà. Mais dans les années 60, un homme va tout changer. Il est en photo un peu partout dans son bureau. Le voilà par exemple à gauche en noir. C'est un ami de la famille. Et là aussi, là il est avec mon père il y a longtemps. Cet homme, le voici, Cheikh Rachid Al Maktoum. À l'époque, c'est l'émir, le souverain qui règne sur Dubaï. Il a de l'ambition pour son peuple, mais contrairement à ses voisins, il n'a pas d'argent du pétrole. Il y a très peu de pétrole dans l'émirat de Dubaï. Et en plus, il n'est pas très rentable. Alors lui, il a mis en place une stratégie pour se développer autrement, à long terme. La stratégie du Cheikh Rachid, c'est de mettre le paquet pour devenir une grande place internationale du commerce et du tourisme de luxe.
Il faut dire que Dubaï est idéalement situé à 7 heures de Paris, 5 heures de Moscou ou 3 heures de New Delhi par avion. C'est un carrefour idéal entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Pour atteindre son but, Rachid le bâtisseur emprunte de l'argent et se lance dans de grands travaux. À commencer par un port en eau profonde dans les années 70. Ensuite, la folie des grandeurs commence. D'abord, les hôtels de luxe, qui ne s'interdisent aucune extravagance. Wimbledon en plein ciel, et ce n'est pas tout. La place vient vite à manquer sur le front de mer, alors le cheik a une idée toute simple. Il va carrément construire sur l'eau. Exemple avec The World. 300 îles artificielles qui reconstituent la carte du monde. À gauche, c'est l'Amérique et au milieu, l'Afrique. Et chaque île porte le nom d'un pays. Un projet fou qui permet à Dubaï de faire parler d'elle dans le monde entier. Mais en réalité, à quoi cela ressemble ? Pour aller voir de plus près, pas d'autre solution que ces visites organisées pour les journalistes. Et c'est ce responsable de la construction qui fait l'article. Le Brésil est à notre gauche et le Maroc. Là, c'est l'Espagne. Et ça, c'est la Méditerranée, là. Vous voyez, c'est bleu. La France est juste à côté. Elle est à vendre pour 25 millions d'euros. Mais l'île témoin, c'est le Danemark. Il n'y a pas grand-chose à voir à part une île déserte. Mais ce que vous devez avoir en tête quand vous êtes ici, c'est que ça a été entièrement fait par l'homme. Un travail de Romains. Pour faire émerger chaque île, 2,5 millions de tonnes de sable ont été nécessaires. On a pris le sable au fond de la mer et on l'a déversé jusqu'à ce qu'on obtienne ça. Regardez ça, c'est des coquillages qui viennent du fond de l'océan. Des îles désertes, au milieu du golfe Persique, où la température atteint 40 degrés 6 mois par an, et où il y a tout à construire. Et pourtant, elles se vendent. Il en est déjà parti plus de 100 en grande majorité pour faire des hôtels. L'argent arrive ici en masse du monde entier. Qu'est-ce qui séduit à ce point les investisseurs ? D'abord, Dubaï n'est pas très regardante sur l'origine de l'argent investi. C'est à peine croyable. Vous allez voir ce que nous explique le premier agent immobilier venu. Nous avons filmé l'entretien en caméra cachée. Nous faisons passer pour des investisseurs français. Nous lui avons proposé d'acheter une villa à 1 million d'euros en liquide. Voilà, mes affaires en France génèrent beaucoup d'argent liquide. Oui. Est-ce que je peux payer comme ça ? Oui, aucun problème. Les gens arrivent parfois avec des sacs plastiques remplis de billets. Boum. C'est une des raisons pour laquelle le marché de l'immobilier est aussi animé. Beaucoup d'investisseurs étrangers ont des paquets d'argent liquide qu'ils n'ont pas envie de déclarer dans leur pays, si vous voyez ce que je veux dire. Pas de contrôle sur la provenance de l'argent, qui en plus se retrouve ici en sécurité. Dubaï est une monarchie absolue tenue d'une main de fer par le descendant de Cheikh Rachid. Un régime solide dans une région plutôt instable. Ça rassure. Enfin, il n'y a pas d'impôt ni TVA. C'est un paradis fiscal. Voilà pourquoi plusieurs dizaines de milliards d'euros sont investis chaque année à Dubaï depuis l'étranger. Et dans cette ville où il arrive 100 000 personnes par an pour participer au boom, l'argent s'investit massivement dans la construction. Un terrain de jeu unique pour les architectes. Ça, s'il y a ça, si c'est pas au bon endroit, il faut le casser alors. Dont le français Francis Gambert, qui inspecte un chantier dans une zone où les buildings poussent comme des champignons. C'est un champ de tours et c'est des tours qui, chaque plateau, ont à peu près 1000 mètres. Ils font un étage tous les 3 jours. Malgré ses 70 ans, il est loin de la retraite. Il a en charge entre autres la construction de cet hôtel de 200 mètres de haut. Vous avez combien de tours comme ça à Dubaï ? À Dubaï, en cours de construction, j'en ai 3 et en programmation, j'en ai 10. C'est tout simplement énorme. En France, faute de construction suffisante, aucun cabinet d'architectes ne gère autant de tours à la fois. Francis Gambert vit à 20 minutes de Dubaï, dans l'émirat voisin de Sharjah. Il habite cet immeuble genre pièce montée, qu'il a lui-même construit.
Il y occupe un magnifique duplex de 600 mètres carrés, avec vue sur la lagune. Et cet aristocrate, il s'appelle Gambert de Loche, a même ramené ici sa galerie d'ancêtres. Ça, celui-là, c'est un des plus vieux des ancêtres, celui-là. Donc, c'est l'époque à peu près Louis XIII. Celui-là, c'est son fils, c'est leur fils, qui était capitaine des mousquetaires du roi sous Louis XIV. Voilà. Ces deux-là, ils ont été guillotinés, malheureusement. Il vit avec son ami dans ce somptueux appartement que l'émir d'ici lui met gratuitement à disposition. Un émir qui est en train de faire sa fortune. Voilà comment c'est arrivé. Ses bureaux sont à 2 pas dans le même immeuble. Francis Gambert est un baroudeur de l'architecture et de la décoration. Dans les années 70 et 80, il a travaillé en Arabie Saoudite, en Irak et à Hong Kong. Déjà fort d'une solide réputation dans la région, l'émir local l'a appelé pour qu'il lui fasse des propositions d'aménagement pour son nouveau palais. Une demeure des 1001 nuits de 20 000 mètres carrés pour laquelle Francis Gambert s'est montré à la hauteur. Voilà la salle à manger. Ça, c'est une pièce relativement classique pour eux, dans lesquelles on peut recevoir de l'ordre de 100 personnes. Il a mis le paquet, plafond sculpté, grand lustre de cristal et tutti quanti. Ça, c'est en marbre, mais c'est des marbres au sol. Et ça, c'est des bois très travaillés, en mettant du cuivre à l'intérieur, et des dorures, des choses comme ça. Et la chambre à coucher est grande, comme un terrain de tennis. 200 mètres carrés avec 7 mètres d'auteur sous plafond. Francis Gambert y est allé à fond, et ça a plu. Plus on en met, plus c'est chargé, plus ça fait riche et plus ça leur plaît. D'accord. Et vous avez su vous adapter à ce goût-là? Le pire, c'est que je déteste pas. Et l'émir, lui, a adoré. Il a fait démarrer ici Francis Gambert en lui confiant cet énorme chantier. Mais surtout, il lui a ouvert son carnet d'adresses, ce qui aide le Français à décrocher de gros contrats. Tours, centres commerciaux, Francis Gambert multiplie les chantiers. Pour faire face, il a embauché 20 architectes et ingénieurs de toutes nationalités. C'est trop long, c'est ennuyeux, il faut casser par un porche central beaucoup plus important. Et comme tout le monde à Dubaï, il ne cesse de courir contre la montre. Ce jour-là, il est attendu par les dirigeants d'un futur centre commercial. Les énormes galeries commerciales, c'est l'un des piliers de Dubaï. De style sud-américain ou plus local, il s'en ouvre 2 chaque année. Dans une ville où il fait 40 degrés 6 mois par an, faire du shopping dans des endroits climatisés, c'est le principal loisir. Et pour attirer le client, les centres commerciaux de l'Émirat rivalisent d'imagination. Tenez-vous bien, derrière ces vitres, il fait moins 3 degrés. Vous ne rêvez pas, c'est une piste de ski de 400 mètres de long. Une énorme machinerie maintient l'endroit glacé. Une expérience inédite quand on est habitué à la chaleur du désert. C'est même parfois un peu douloureux. À Dubaï, pour les centres commerciaux, il faut faire très fort et très vite. Et c'est sur ce terrain que Francis Gambert est aujourd'hui attendu par ses clients. Parce que pour faire la décoration, ça nous va très bien. Ils veulent ouvrir un nouveau centre commercial dans 1 an. Ce monsieur, indien, sera le patron de l'ensemble. Et lui, un Français, dirigera un hypermarché à l'intérieur. Ils ont déjà eu des réunions et ils attendent de Francis des croquis des magasins pour faire venir les grandes marques. Le hic, c'est que Francis, débordé, arrive les mains vides. Just to tell you, we are working a lot. D'abord, je voudrais juste vous dire qu'on travaille énormément. Mais là, on est dans le pétrin. Là. Ça ne fait pas rire ses clients qui jouent gros sur cette affaire. Mais Francis y va au culot. Pour gagner du temps, il leur demande de repréciser leur positionnement commercial. La cible pour nous, ce sont les femmes et les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, attention. Mais notre cible, c'est ça. Écoutez Francis, ce qu'on attend de vous, c'est que vous donniez des croquis, une idée du design, du concret maintenant. Il arrache un sursis de 11 jours, pas 1 heure de plus.
Il y a des projets partout. Alors bien entendu, sur ces projets, il y en a qui sont plus faisables que d'autres, mais ce sont des projets où il faut aller de très vite et de plus en plus vite, parce que les places sont à prendre maintenant. Pensez, ça veut dire quoi là? Votre équipe a travaillé le week-end, la nuit, il va falloir rendre sa copie le 17 là. Malheureusement, ça veut dire ça. Malheureusement, ça veut un peu dire ça. Ça veut dire ça. Malgré tout, il n'est pas très inquiet. Il a du métier, beaucoup de relations. Ce chantier aboutira comme tous les autres. Cette année, il devrait faire un bénéfice d'au moins 4 millions d'euros. Pour ceux qui sont en train de se tailler une place dans ce Far West qu'est Dubaï, la bagarre est encore plus rude. Dans sa voiture de sport, Xavier Boin, 40 ans, se glisse au milieu de la circulation. Il faut suivre, hein. C'est vraiment une ville qui est en constante transformation, en constant développement. Sinon, c'est pas très intéressant en fait. Hein. Sinon, vous regardez le train passer. Hein. À la fin de ses études de marketing en France, il rêve de travailler dans l'univers du luxe. La seule opportunité qu'il trouve est de devenir commercial à Dubaï. Il démarre donc ici un peu par hasard à 25 ans et il fait sa vie en se mariant avec une Sri Lankaise dont il a 3 enfants. Maintenant à son compte, il ouvre ses propres boutiques pour vendre des produits de luxe. Et l'une de ses cibles, c'est l'aéroport. Le Dubai Duty Free. Il est déjà présent dans cette zone commerciale de 8000 mètres carrés accessible aux voyageurs sur le départ ou en transit. Et il dispose de ce petit espace où il vend chaque mois 200 sacs de luxe. Ça ne paraît pas énorme, mais pour cette marque dont les produits valent 400 € pièce, c'est exceptionnel. Et pour un cordeur, je pense que c'est certainement un des meilleurs au monde. Ça, c'est clair. Car le Dubai Duty Free est un phénomène. Il appartient à l'émir de Dubaï qui a choisi d'en faire l'une des vitrines de la ville. Il en fait même la pub partout dans le monde. There's no place like Dubai Duty Free. Dubai Duty Free is full of so many surprises. Dubai Duty Free. I love Dubai Duty Free. Pour l'animation, il y a des voitures de luxe à gagner. Les produits sont vendus hors taxe et les magasins ouverts 24 heures sur 24. Et en plus de cela, la fréquentation de l'aéroport de Dubaï augmente de 20% par an. Voilà donc pourquoi Xavier Boin veut absolument avoir d'autres points de vente ici. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Alors ce matin, il va devoir convaincre cette Britannique, la directrice du Dubai Duty Free, une femme de tête qui va le pousser dans ses derniers retranchements. Combien de temps vous nous accordez? Vous avez 30 minutes maximum. Ok, c'est bien. Ouais, c'est plus qu'assez. Va-t-il réussir à obtenir ce qu'il veut? Il présente ses produits, ce sont des cravates, des foulards et des sacs d'une nouvelle marque d'un style classique, BCBG. Ce n'est pas gagné. On comprend rien à ça. Ça parle de quoi cette marque? Au fond, c'est juste une marque de plus. Je pense que la marque... Vous savez que le monde de la mode est saturé de marques. Oui, c'est vrai. Expliquez-moi en quoi ils vont se différencier. Vous n'avez pas tant de marques comme ça. Le positionnement est intéressant. Xavier perd un peu pied, c'est le moment qu'elle choisit pour parler d'argent. Notre marge? Hein, notre marge? Et l'approvisionnement? Et le prix de vente? On stocke les produits à Dubaï. On vous laisse une marge de 50%. Oui, pour commencer. Pour commencer, hein. Et en plus de ça, elle veut qu'il écrase les prix pour que le duty free soit moins cher que les autres commerces de Dubaï. Et par rapport aux prix pratiqués en ville? Je pense qu'on peut arriver à une différence de 10%. Quelque chose comme ça. Sachant que... Pardon? En fait, il faudra plutôt que ce soit 15 ou 20%. Hein. 15 à 20%. S'il lâche autant de l'Est, c'est que même dans ces conditions, il sera largement gagnant. Mais malheureusement, il est encore loin de pouvoir faire rentrer sa nouvelle marque. Vous savez, on n'a vraiment pas de place dans l'espace mode. Ça va pas être possible. Mais il y a un nouvel espace de vente qu'on va ouvrir, donc on verra ça en janvier ou février. C'est tout ce qu'on peut faire. À Dubaï, pour réussir, il faut savoir encaisser les coups. Thank you. Bye bye, good day. Ça
Ça rigole pas, hein? Ça rigole pas. Là, on n'y rentre pas. Donc il faut encore travailler jusqu'à temps qu'on y rentre. C'est un peu l'idée. Hein. C'est en revenant à la charge, encore et encore, que Xavier Boin est en train de faire son trou ici. Sa société est installée dans cet immeuble. Il y dirige une trentaine de personnes. Selon nos estimations, il gagne 20 000 euros par mois, évidemment net d'impôts, comme tout le monde ici. Et en plus, la revente d'une partie du capital de son entreprise lui a déjà rapporté 2 millions d'euros. Une réussite qui s'ajoute à beaucoup d'autres à Dubaï et qui donne des idées. Ça me fait plaisir. Sylvie Blanc, en pull rayé qui se promène avec une copine au bord de la crique de Dubaï, a débarqué il y a 8 jours. Comme elle, 100 Français arrivent chaque mois. Pour moi, ça faisait 7 ans que j'étais à Paris, 5 ans que je travaillais au même endroit à Paris. Et j'avais envie de vivre une expérience à l'étranger. Et demain, 7 cadres dans la communication, un entretien d'embauche avec Xavier. La première surprise, c'est qu'elle n'est pas la seule sur le coup, loin de là. La salle d'attente est pleine de candidats qui viennent des 4 coins du monde. D'où est-ce que vous venez? Du Maroc. Les Philippines. Roumanie. Pour un Français à Dubaï, ce n'est donc pas gagné d'avance. Dans ces conditions, Sylvie va-t-elle décrocher un job? Bonjour. Vous avez votre CV? Oui. Vous avez déjà une adresse sur Dubaï? Elle a déjà trouvé un logement. Ça veut dire qu'elle est débrouillarde et motivée. Un bon point. Trouver un endroit à Dubaï. Donc portable, appartement, vous savez, vous êtes installé quoi. Bah oui. Il me reste plus que le job en fait. Pour travailler à Dubaï, il faut parler couramment anglais. Il va donc la tester. When we are together, yes, we do speak French. Okay, but the language of the company is English. Okay, but I'm sure of that. I'm convinced of that. You can work in English straight away, no problem. Yes. Il juge son niveau de langue assez moyen, mais jusque-là, ça va à peu près. Qu'est-ce que c'est vos prétentions? Ça se gâte sur le salaire, car elle apprend qu'à Dubaï, pour le poste de cadre qu'elle cherche dans la com ou le marketing, la rémunération n'est pas supérieure à celle de Paris. En sachant qu'à Dubaï, c'est quand même net. On n'a pas d'impôts et il n'y a pas de taxes. Mais même, disons que voilà, la qualité de vie est quand même pas extraordinaire. À quel point vous dites ça, la qualité de vie n'est pas extraordinaire? Parce qu'on est dans une ville qui est quand même très polluée, très embouteillée. Les loyers ont l'air d'être extrêmement chers. Que les gens travaillent énormément. Enfin, vous voyez, il y a... Pourquoi vous venez ici alors? C'est pollué. Je crois qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Il la trouve trop négative, l'entretien tourne court. Selon lui, pour réussir à Dubaï, il ne faut pas se poser autant de questions. L'idéal, c'est de débarquer à 25-26 ans avec pas trop de préjugés et de sentir dès qu'on sent un bon boulot dans une boîte qui est correcte, ça c'est très important quand même, il ne faut pas travailler avec n'importe qui ici, et bien, là vous foncez. Après un mois sur place, Sylvie Blanc a finalement considéré que Dubaï ne lui convenait pas. Elle est partie tenter sa chance un peu plus loin, en Asie. Ce qui l'a fait partir d'ici, c'est aussi le coût de la vie. Pour les 250 expatriés qualifiés ou non qui arrivent chaque jour, Dubaï est devenu très cher, surtout à cause de l'immobilier. June en sait quelque chose. Il est peintre dans l'entreprise de Gisèle. Vous savez, la décoratrice de luxe. Elle lui fait teindre du mobilier pour ses riches clients. Et elle paye ce Philippin 400 € par mois. C'est 2 fois le salaire minimum de Dubaï. Je commence à 8h, je finis à 5h. Malgré ce job convenable pour Dubaï, comme beaucoup, il vit mal. Après 3 heures de transport en commun, le voilà chez lui. L'appartement est spacieux, environ 80 mètres carrés, mais voilà, ils y vivent à 14. June partage sa chambre avec 3 autres personnes. This is my bedroom. Et les familles mangent à tour de rôle dans la cuisine. Ils vivent ensemble, le seul moyen pour eux d'arriver à payer les 1 400 € de loyer. Un loyer qui a augmenté de 40% cette année, c'est la moyenne à Dubaï. Ajoutez à cela la hausse de l'électricité ou du prix de l'école, qui est payante. Tout a augmenté de 40% cette année, 40%. Alors que les salaires, eux, n'ont augmenté que de 10 à 15%. Pour eux, Dubaï n'est pas une bonne affaire. Cette dame envisage même de rentrer aux Philippines avec sa fille.
Mais des milliers d'autres continuent d'affluer, attirés par les lumières de Dubaï. Alors on vient de voir cette frénésie qui touche Dubaï avec des projets qui poussent dans tous les sens, des chantiers comme celui-ci par exemple, il y en a à tous les coins de rue, il y en a des milliers à Dubaï. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de gens, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, pour faire fructifier leur argent, ont décidé de tout miser sur Dubaï, qui je vous le rappelle, est un paradis fiscal. Mais alors, y a-t-il des risques à investir à Dubaï? Jusqu'où cette folie peut-elle aller? Comment gagne-t-on de l'argent justement en spéculant? Je vous propose maintenant d'aller à la découverte de quelqu'un qui est installé à Dubaï depuis 3 ans. Il habite tout en haut de cette tour à droite et son business, un de ses business précisément, c'est d'acheter et de revendre de l'immobilier. Bernard Bilardello, merci de nous accueillir chez vous. C'est plutôt spectaculaire ici, non? Assez impressionnant. On est au 49e étage d'une tour qui est en phase d'être livrée définitivement. C'est pas totalement livré ici? Non, on a aménagé, nous, quelques affaires depuis 3-4 jours. Ouais. La tour a encore besoin de 15 jours, 3 semaines avant d'être complètement livrée. Vous voyez, les vitres de l'extérieur ne sont même pas encore... C'est pas très propre. Non, c'est pas encore nettoyé de l'extérieur. Et c'est pas moi qui vais aller à l'extérieur le faire, ça c'est clair. Mais bon, on peut déjà apprécier une vue assez féerique, de jour comme de nuit. C'est assez impressionnant. C'est hallucinant. Ouais. C'est pour cette vue que vous avez acheté Entre autres, on a acheté cet appartement sur plan il y a environ 1 an maintenant. Ouais. On était dans des budgets d'environ 1 200 000 euros. 8 mois après, c'est un appartement qui en vaut déjà à peu près 2 300 000. Ah oui, d'accord. Donc ça, vous avez déjà gagné de l'argent alors que vous venez juste d'aménager dans l'appartement. Tout à fait, si toutefois je veux le revendre. Ah, d'accord. Et il y a combien de mètres carrés ici? Cet appartement fait environ 536 mètres carrés, avec 5 chambres. Et vous avez une famille nombreuse ou... Mon épouse et moi. Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez un coin, tout le coin living qui s'étend sur plus de 100 mètres carrés. Ouais. Un coin repas qui n'est pas encore définitif parce que bon, on n'a pas encore choisi le mobilier qui viendra dans cette partie-là. Une cuisine. Petite? Environ 40 mètres carrés avec un coin, comme ils appellent ici, breakfast pour le petit déjeuner. Ouais. Bien souvent, le petit déjeuner est pris dans une pièce accolée à la cuisine. Et là, la vue, c'est quoi? Donc là, vous avez le désert. Autant on voyait la mer de l'autre côté. Et là, on est pleine vue désert avec des tas de complexes immobiliers comme Emirates Hill, Jumeirah Lakes, Jumeirah Island là-bas. Je vois des golfs là. Un des golfs de Dubaï qui en compte pas loin d'une quinzaine maintenant. Quoi, 15 golfs à Dubaï? Facile, oui, dont certains qui sont ouverts jour et nuit. Alors vous étiez entrepreneur en France, hein, vous étiez dans les marinas dans le midi de la France, vous louiez des anneaux pour les bateaux hein, dans des ports de plaisance, vous étiez aussi dans le business des bateaux. Tout à fait. Pourquoi vous êtes venu à Dubaï? Par hasard, en vacances en septembre 2003. Et là, coup de foudre sur Dubaï, sur le dynamisme que j'ai retrouvé ici. C'est surtout la possibilité de travailler, se retrouver dans un pays, je dirais, comme le Far West à une époque, où tout se construit, tout sort du sable, tout sort du désert. D'accord. Et alors, par exemple, dans l'immobilier, vous avez déjà gagné de l'argent ou pas? Oui, beaucoup, dès le départ, quand je suis arrivé dans l'année 2004-2005, en achetant des maisons, notamment sur le Palm Jebel Ali. Donc l'île qui est en forme de palmier. En forme de palmier. Et vous avez certains facteurs et un facteur chance a fait que j'ai vendu 8 maisons sur 10. Et là, il vous en reste 2. Voilà, tout à fait. Et là, vous avez gagné combien? Entre 1,5 million et 2 millions d'euros. En l'espace de 1 an et demi? Oui, entre 16 mois et 18 mois. Ah oui. Et vous, en fait, vous faites ça pour faire de la spéculation, en réalité, d'acheter et vendre? Exactement. De toute façon, l'immobilier à Dubaï relève plus du système boursier, spéculatif boursier, que de l'immobilier proprement dit. Et alors donc, vous continuez à réinvestir dans l'immobilier? Aujourd'hui, on a environ 200 appartements et villas dans notre portefeuille. Si aujourd'hui, c'est de la spéculation, l'immobilier, comment êtes-vous sûr que vous allez vendre vos appartements? Aujourd'hui, il y a à peu près 10 demandes pour un produit. Ah oui. Un complexe de 400 villas qui est mis sur le marché est vendu en 48 heures sur Dubaï actuellement.
On voyait dans le sujet qu'on peut acheter des appartements en argent liquide. Est-ce que ça aussi, ça fait que la spéculation continue à être alimentée par éventuellement des fonds dont on ne connaît pas la provenance et qui peut éventuellement permettre de blanchir de l'argent ou pas? L'argent liquide est toléré à Dubaï à partir du moment où vous pouvez en justifier la provenance. C'est clair que vous venez avec des mallettes de dollars déposées dans une banque, on va vous demander d'où ça vient. Et il y aura peut-être même une enquête. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se règlent en cash à Dubaï. Mais le fait que ça soit en cash, est-ce que ça aussi, ça peut pas motiver certains de vouloir faire de la spéculation immobilière pour éventuellement laver son argent qui n'est pas forcément toujours très propre? C'est inévitable. C'est inévitable. Maintenant, laver l'argent, comme vous le dites, ça peut être de l'argent dit défiscalisé, comme de l'argent sale venant de la drogue, l'arme, le terrorisme. Et là, le pays est très 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 bien tenu et intransigeant à ce niveau-là. Il faut savoir que la drogue ici, c'est encore la peine capitale. Hein. Oui, ça c'est la drogue. Mais l'argent de la drogue, par contre, c'est très difficile d'aller le contrôler. C'est très difficile, certainement très difficile. Ah, merci. Quand on voit que certains appartements peuvent valoir jusqu'à 2 millions d'euros, la question qui vient à l'esprit est la suivante: qui peut s'offrir un tel luxe? On le disait au début de l'émission, il n'y a jamais eu autant de gens riches sur la planète. Phénomène nouveau, on trouve de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans qui deviennent millionnaires. Beaucoup d'entre eux opèrent dans les quartiers de la finance. Nous sommes d'ailleurs dans le centre financier de Dubaï où se trouve la bourse de Dubaï. Vous allez maintenant découvrir le portrait d'un jeune trader, un golden boy de 26 ans. Il travaille entre Genève, New York et Los Angeles. C'est un reportage de Serge Mousson. Il est italien, il n'a que 26 ans, il pèse déjà 50 millions d'euros. Ok, j'achète 5000 actions de la société Palm et 4000 OMD. 4000 OMD. Ok, j'achète aussi 4000 actions de la société Omnivision. Gualtiero Giori est trader. Voilà. Hey, j'ai fait les premières transactions. Il joue sur les bourses du monde entier. Depuis son pied-à-terre à Genève, il peut gagner des fortunes en quelques minutes. Ce jeune homme plutôt relax est considéré comme l'un des meilleurs traders de sa génération. Et ça, c'est quoi le poster là? Ça, l'année dernière, j'ai été élu dans un des 30 meilleurs traders sous les 30 ans. L'un des 30 meilleurs de moins de 30 ans, un club très fermé. Ça m'a fait très plaisir parce que c'était pas des journalistes qui faisaient l'élection, mais c'était des gens dans l'industrie qui envoyaient des recommandations. Trader, un métier avec des profits records. Ils sont entre 20 et 30 000 dans le monde à acheter et vendre des actions sur les plus grandes places boursières. De New York à Tokyo, ils peuvent spéculer 24 heures sur 24, toujours à la recherche des meilleurs profits. Et pour eux, 2006 a été une année faste. Les bourses ont battu tous les records. Plus 17% à Paris en une seule année par exemple. Et certains traders ont empoché des millions de dollars. Alors, comment font-ils pour gagner autant d'argent? Quels sont leurs coups les plus risqués? Genève, le coffre-fort de l'Europe. Les banques d'affaires y ont pignon sur rue. Mais ce milieu de la finance reste l'un des plus secrets. C'est derrière cette façade anonyme que s'est installée la société G2. Pas de plaque officielle, son patron Gualtiero aime la discrétion. Tous les matins, Gualtiero fait sa revue de presse. Car pour dénicher les bons coups, c'est d'abord dans les journaux qu'il les trouve. Exemple, le Financial Times, la bible de la presse économique. Pays par pays, il prend des notes sur les tendances et la santé des sociétés. Quels autres journaux vous utilisez? Tout ce qui est, donc ça va du Forbes, de Fortune au Business Week. Des journaux, des magazines qui ne parlent que d'argent, mais ses meilleures idées, il les trouve parfois dans la presse people, comme Gala. Pour prendre l'exemple de Gala, il y a quelques années, on avait une compagnie de jeans qui s'appelait True Religion Jeans. C'était des jeans qui sont très chers, qui étaient à 200-300 $ la paire. Et ces jeans ont commencé à être portés par des stars. Et donc nous, on l'a vu. C'était Jessica Simpson, plusieurs petites actrices américaines, pas des grandes stars, mais c'était des stars montantes. Des stars montantes dont ils pensent qu'elles vont faire grimper la cote de la marque, et c'est exactement ce qui va se passer.
En octobre 2004, il achète 200 000 actions de la société. 2 ans plus tard, lorsqu'il revend ses actions, il a doublé sa mise. Exactement, vous avez gagné combien sur cette affaire? 1 million. 1 million d'euros. 1 million de dollars. 1 million de dollars. Ouais, facilement 1 million. Peut-être plus. C'était une très bonne affaire. L'argent qu'il investit, ce n'est pas le sien, mais celui de clients fortunés. Un réseau constitué grâce au bouche à oreille, et tout repose sur la confiance. Ce matin-là, Gualtiero espère bien gagner un nouveau client, un ami de ses parents qui pèse 100 millions d'euros. Comment ça va? Bien, toi. Ça va bien. Marco Lassine, un Turc installé en Suisse. Il gère la fortune de richissimes familles de son pays d'origine. Il est extrêmement courtisé. Gualtiero aimerait bien récupérer une partie de sa fortune. Alors, il va lui proposer un coup qui tient dans cette petite brochure. Donc en 1984, aux États-Unis, le marché est monté de 26%. Los Angeles, 1984. Corée, 185%. Séoul, en 88. États-Unis encore, 96, 40. Atlanta, en 96. Son coup, c'est l'effet Jeux Olympiques. Et ça s'est vérifié à chaque fois. Quand un pays organise les JO, le cours de la bourse de ce pays s'envole d'en moyenne 30% dans l'année qui précède. Et en 2008, ça va être au tour de Pékin. Selon le jeune trader, il faut tout miser sur la Chine. Ils ont tellement investi d'argent pour faire que le Pékin 2008 soit l'entrée de la Chine dans le nouveau monde, dans la nouvelle ère, de montrer au reste du monde comment ils sont devenus puissants, ils sont en train de construire des stades, de changer les infrastructures et tout ça. On a besoin d'être... Marco Lassine écoute silencieusement et pour l'instant il semble un peu dubitatif. UBS, comme tu sais, la Chine pour moi c'est du chinois, donc je compte sur toi pour me convaincre. Gualtiero doit donc encore convaincre. Il faut dire qu'il n'est pas le seul à avoir pensé au JO. Toutes les grandes banques ont déjà misé sur l'événement. Alors, le jeune trader va abattre une carte maîtresse. Aaron, je l'ai rencontré, il est venu à Genève il y a 2 semaines. Il aurait un excellent contact déjà sur place, apparemment le bon cheval. Alors, déjà lui, c'est intéressant parce qu'il a fait un team que tu vois là, qui s'est entouré que de Chinois. Donc il a une très bonne expertise. Il a déménagé à Hong Kong, il parle lui-même le chinois. Et voici le fameux intermédiaire, le seul occidental au milieu d'un panel de Chinois. Donc ça peut nous aider. Donc à travers lui, il nous ouvre un petit peu les barrières pour rentrer dans le pays directement, plutôt que passer par les intermédiaires. Avant de prendre une décision, Marco Lassine veut prendre le temps de réfléchir. En tout cas, si les 2 hommes font affaire, voici les règles à respecter. Selon ce contrat confidentiel, Gualtiero touchera 20% des bénéfices, mais il n'a aucune obligation de résultat. Quant au client, il s'engage à ne rien réclamer s'il perd tout son investissement. Si j'ai 100 francs dans ma poche et que je veux aller le jouer au casino, c'est mon problème. Mais je ne vais pas ni lui demander conseil, ni l'accuser de quoi que ce soit par la suite si ça tourne mal. C'est très bien. De son côté, Gualtiero sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. S'il perd un seul centime, il perd aussitôt un très gros client. Des investisseurs comme lui, Gualtiero affirme en avoir une bonne vingtaine. Des grandes fortunes pour la plupart inaccessibles. À la semaine prochaine. Ciao, ciao Marco. Merci beaucoup. Au revoir. Mais si le jeune Italien a pu les approcher, c'est qu'il les fréquente depuis son plus jeune âge. Diplôme d'économie de l'université de Milan, Gualtiero Giori est issu d'une famille aisée. Joueur de polo à 16 heures et petit-fils de Gualtiero Giori du même nom, l'inventeur de la machine à billets moderne. Gualtiero s'est lancé dans les opérations de bourse il y a 6 ans, avec 4 millions d'euros prêtés par son entourage. Mais sortir d'un milieu aisé, ça ne suffit pas. Gualtiero dirige une équipe de 4 personnes, recrutées aux 4 coins du monde. Là, il y a la salle de trading, où tout le monde est, en général. Ça, c'est Pablo, le chef de la recherche. Un Espagnol. Will, notre trader. Un Américain. Paven, qui s'occupe de toutes les opérations. Le seul Français de l'équipe. Et Tommaso, qui s'occupe de tout le côté financier. Enfin, Tommaso, un Italien. Leur bureau, un cadre prestigieux. Peinture murale du 19e siècle, boiserie. Cet appartement classé de 300 mètres carrés lui coûte 8 000 euros de loyer par mois. Dans les 3 prochains. L'année dernière, Gualtiero et son équipe ont fait 3 millions d'euros de bénéfices. Alors, comment s'y prennent-ils pour faire le plus de profit ? 15h30 à Genève. Le lac Léman est on ne peut plus tranquille. Et pourtant, au même moment, de l'autre côté de la ville, dans les bureaux de Gualtiero, l'ambiance est tout autre.
C'est l'ouverture de la bourse de Wall Street. Et comme chaque jour, à New York, c'est l'effervescence. Et à cet instant, les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour Will, le trader maison, la pression est maximum. Je t'appelle parce que je comprends pas ce qui se passe. Ça me tue. À l'autre bout du fil, l'intermédiaire auquel il passe ses ordres sur le marché de New York. La veille, il lui a acheté un paquet d'actions. Aujourd'hui, elles sont en baisse. Quoi? L'action était à 40,105. Elle est maintenant à 40,064. J'ai de quoi m'énerver, non? Mais la bourse, c'est un vrai yo-yo. Tout peut changer d'une minute à l'autre en moins d'une heure. Will va retrouver le sourire. Le marché continue de grimper. Et c'est plutôt bien? Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle quand ça grimpe. Tant que vous misez sur la hausse, comme la majorité des gens. Car la bourse, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours parier sur une action qui monte pour la revendre au plus haut. Il y a une autre méthode, parier sur les actions en chute libre. C'est la spécialité du patron. Quand on pense qu'une compagnie a des difficultés et que son titre va en ressentir, on peut parier que son titre va chuter. Et avec ça, on peut gagner de l'argent. Avec ça, on peut gagner de l'argent. Donc on gagne de l'argent sur les compagnies qui vont mal. Ça paraît incroyable, et pourtant parier sur le déclin d'une entreprise pour en tirer des bénéfices, ça n'a rien d'exceptionnel pour un trader comme Gualtiero. Exemple, la société Tyson, le premier producteur de poulet aux États-Unis. C'est l'un des très bons coups de Gualtiero. Au début 2006, la menace de la grippe aviaire pourrait faire chuter la consommation de poulet. Et le malheur de cette société américaine va faire le bonheur du trader. Bon, un bon exemple, je pense facile à comprendre, c'est au début de cette année, on a parié sur la grippe aviaire. On pensait que ça allait revenir et donc forcément les productions de poulet allaient ressentir. Il commence par emprunter 100 000 actions de la société Tyson à une banque. Une pratique courante dans la finance. Et il n'a pas eu à débourser un sou. Il peut faire ce qu'il veut de ses actions à condition de les rendre dans un mois. On leur a dit donnez-nous 100 000 titres, on va les vendre. Donc on les a vendus au prix du marché. Le 3 janvier, on les a vendus à $17 l'un. Il a donc empoché 17 € par action. Mais combien vaudront-elles lorsqu'il faudra les rendre à la banque? Pour que Gualtiero gagne de l'argent, il faut qu'il ait vu juste. Le cours doit s'effondrer pour empocher la différence. Dans ce cas-là, notre analyse était juste. La grippe aviaire est sortie. C'est parti dans tous les journaux. Les Américains ont paniqué. Quand ça a touché les $14, on a simplement racheté les 100 000 titres. Donc on a vendu à $17, on a racheté à 14. On a gagné $300 000, c'est $3. 300 000 de bénéfices en 4 semaines seulement. Grâce à ses coups audacieux, Gualtiero s'est déjà taillé une solide réputation dans le monde de la finance. Et il est prêt à jouer dans la cour des grands. New York, quartier de Manhattan. C'est ici que se trouve la plus grande concentration de traders au monde. Gualtiero y passe tous les 15 jours. Question de commodité. J'arrive à tout faire ici, ce que je ferais en Europe en 2 semaines, j'arrive à le faire ici en 2 jours, donc c'est agréable. Mais son chauffeur ne peut rien faire pour éviter les bouchons. Et Gualtiero n'a pas une minute à perdre. Il ne veut pas rater son 3e rendez-vous de la journée. Alors il pique un sprint en pleine rue. On va attendre. Et Gauthier, comment ça se fait que vous n'avez pas de chaussures de ville? Parce que je marche beaucoup, alors c'est mieux d'avoir des baskets ici. Et puis aux États-Unis, c'est plus relax aussi. Quand c'est lui qui reçoit, ça se passe dans un palace, le Four Seasons, où il a sa suite. 4 000 € la nuit. La vue sur Manhattan est comprise dans le prix. Et il n'a pas 30 ans, mais il se la joue déjà vieux routier de la finance. Ce jour-là, il reçoit un jeune premier qui veut convaincre Gualtiero d'investir de l'argent avec lui. Will Harkley. Il gère depuis 4 ans un fonds spéculatif de 4 millions d'euros, 10 fois moins important que celui de l'Italien. Alors, pour donner envie à Gualtiero de miser sur lui, il va d'abord passer un petit oral. Ma stratégie, c'est d'investir sur 3 ou 4 ans. 3-4 ans, c'est une éternité dans le monde des fonds spéculatifs. Un an, 18 mois, c'est le maximum dans l'économie d'aujourd'hui.
Même les PDG sont jugés sur 24 mois en moyenne. Oui, mais au bout de 3 ans, les actions ont pris 30%. Et s'il y a une chute de 20% à la bourse, vous faites quand même un bénéfice de 10%. C'est pour ça que ma stratégie est moins dangereuse. Disons que si j'investis $1 million chez vous, vous êtes prêt à négocier un rabais sur les frais de gestion ? On peut en discuter. Le petit nouveau va devoir s'asseoir sur ses frais de gestion. Cela représente tout de même jusqu'à $20 000. Un petit jeu qui n'est pas pour déplaire à Gualtiero Giori. On a l'impression que vous êtes un peu de l'autre côté de la barrière, quoi. Faut vous mettre un peu sur le grill. Je suis complètement de l'autre côté de la barrière. Je me mets sur le grill comme Marco Lassin m'a mis sur le grill à moi à Genève. Donc c'est exactement l'inverse de la barrière, exactement. À ce jour, Gualtiero est toujours en négociation avec le petit nouveau. En tout cas, les cieux n'ont jamais été aussi cléments avec les jeunes loups de la finance. Européens ou américains, leurs primes de fin d'année ont fait un bond de 30% en 2006. Alors on a vu comment on peut gagner beaucoup d'argent et de façon très rapide quand on est un as de la finance. Des sommes qui permettent souvent à ces Golden Boys de s'offrir des folies comme des yachts ou des voitures de luxe. Mais le must, ça reste toujours de pouvoir s'offrir quelque chose qui dure dans le temps, comme une propriété avec des terres. C'est d'ailleurs pour cette raison que de plus en plus de gens aisés, ici à Dubaï, viennent dans le désert à quelques minutes du centre-ville pour acheter des terrains et y faire construire des grandes villas comme celle-là. Alors, ces résidences de luxe ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on connaît et ce qui est très convoité chez nous. Il faut dire que la France dispose d'un très riche patrimoine en vieilles demeures. Comment nos châteaux sont-ils vendus? Qui les achète? C'est un reportage de Christophe Brûlé. Devant l'objectif de ce photographe, une pièce unique. Un sceptre d'un chef de tribu africain. Regardez ça. Et bois. Que du bois. Que du bois. Que du bois. Alain, son propriétaire, est un antiquaire qui a fait fortune dans les objets d'art primitifs. À 63 ans, il est aujourd'hui à la retraite. Et alors quand tu regardes dedans, ce qui est absolument extraordinaire, vu que c'est l'âge de la pierre... Tiens, il est aussi un collectionneur passionné qui accumule les objets les plus rares depuis 50 ans. Ça y est. Il ne savait plus où les mettre dans son appartement parisien. Alors un jour, il y a 13 ans, il s'est acheté une maison à la mesure de ses collections. Un superbe château en Touraine, bardé de systèmes d'alarme. La bâtisse date du XVe siècle et a été remaniée au XIXe. Il ne fallait pas moins de ça pour abriter le musée privé de cet ancien antiquaire. Il fallait un château parce que j'ai besoin d'espace. C'est pas moi qui ai besoin d'un château, c'est les objets. Quand vous avez des choses qui ont une vraie ampleur artistique, il faut leur donner un écran. Vous auriez pu aussi vous faire construire une très grande maison d'architecte. Ah non, ça coûte une fortune. Une maison d'architecte, c'est l'idéal aussi, à faire un truc hyper moderne, mais là, il faut une fortune. Alors qu'un château, là, beaucoup de châteaux, pour ce que c'est rien du tout. Vraiment, hein. D'accord. À l'époque, il a payé 380 000 € pour ce château de 450 mètres carrés, soit à peine 850 € le mètre. Mais aujourd'hui, Alain le trouve trop petit. Il veut s'en acheter un plus grand pour y loger ses collections. Et les châteaux à vendre, ce n'est pas ça qui manque. Prestige, élégance, signe extérieur de richesse ou de réussite. Certains sont prêts à engloutir des fortunes pour s'offrir un château. Il y en aurait 40 000 disséminés au fond de chaque campagne française. 5 à 600 sont mis en vente chaque année. Une douzaine d'agences spécialisées se partagent ce marché juteux. Les prix commencent à 700 000 € par exemple pour ce château du 17e. Et cela peut monter à plusieurs millions d'euros, comme ce château Renaissance de 45 pièces, vendu plus de 8 millions. Alors comment évalue-t-on la valeur d'un bien immobilier aussi prestigieux? Et combien gagnent les intermédiaires qui vendent ces châteaux à des clients fortunés? Retour en Touraine, dans le château d'Alain, notre collectionneur. Vous arrivez ici, il fait une chaleur incroyable. Aujourd'hui, il accueille sur ses terres un jeune expert immobilier et son collaborateur. Là-bas, c'est peut-être une petite serre. On ira la voir après. François-Xavier Lenaille, 32 ans, est spécialisé dans la commercialisation de châteaux. Il vient estimer la propriété d'Alain pour la mettre en vente. C'est une maison très élevante. Très jolie, hein. Elle est surélevée. Oui, avec la petite terrasse. C'est joli.
Mais poursuivons. Un château ne s'évalue pas comme un appartement au simple prix du mètre carré. Superficie du parc, ici plus de 6 hectares, présence d'arbres centenaires et aspect général du château, autant d'éléments qui entrent en ligne de compte dans l'évaluation de François Xavier. Le cliché spécial, ce petit personnage-là. C'est quoi comme indice sur le château? C'est d'abord un indice de qualité du bâtiment qui participe à nouveau à l'atmosphère générale de la maison. Une atmosphère dont François Xavier va découvrir toute la mesure dans la pièce principale du château. Tout un décor néo-gothique très intéressant. Il y a une des beaux plafonds en poutre apparente, une cheminée splendide, monumentale. Difficile de mettre une valeur précise sur ce style néo-gothique. Mais c'est l'accumulation de ces petits détails qui va aussi compter pour le prix. Cheminée, vitraux, volume des pièces, François Xavier prend note de tout. Il visite la bâtisse jusque dans ses moindres recoins. Au grenier pour vérifier l'état de la charpente. À la cave où il s'intéresse à la chaudière avec une question qui peut paraître essentielle dans un château. Combien le propriétaire dépense-t-il pour se chauffer? Vous avez une idée de votre consommation de fuel ou pas? Je fais 17-1800 litres tous les 4-5 semaines. Et il y a 7 mois de chauffe. Ah oui, ça bouffe. Bah parce que... Un château comme celui-ci, ça consomme plus de 7000 € de fuel chaque année. Et c'est important de savoir pour votre estimation combien consomme la chaudière du château? Bah, non, c'est indicatif. Il y a des gens qui nous posent des questions, mais... Bah, un pauvre qui veut un château, c'est embêtant. Si on est riche, ça compte pas vraiment. Je devrais pas dire des choses comme ça. Mais c'est vrai, malheureusement. Il y a un niveau où c'est pas grave. C'est emmerdant, mais c'est pas dramatique. Elles ont quel âge ces deux machines? Va écouter d'une douzaine d'années. L'expertise a duré plus de 2 heures. C'est maintenant l'heure du verdict. L'évaluation de François Xavier doit se rapprocher le plus possible de l'idée que les propriétaires se font de la valeur de leur château. Car ce qui est en jeu pour lui, c'est la signature d'un mandat de vente avec Alain et sa femme. Donc moi, si vous voulez, je pense que en termes de prix, c'est une propriété qui doit pouvoir trouver preneur entre 1,3 million, 1,5 million, peut-être 1,6 million dans ces fourchettes-là, si vous voulez. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous aviez vous en tête, c'est vrai que lorsqu'on est propriétaire, on a toujours... on a toujours tendance à... Moi je vois ça un petit peu au-dessus, mais voilà. Disons qu'à 1,6 million, si je les trouve assez rapidement, je les prends bien entendu. Ouais. Par contre, si la maison n'est pas vendue d'ici 6 mois à 1 an, peut-être que là je serai un petit peu plus souple. Mais en dessous d'1,5 million, je serai... C'est-à-dire qu'il sera toujours temps éventuellement d'ajuster notre position. Le propriétaire est pressé, il a besoin de financer l'achat d'un autre château. C'est donc une affaire conclue. Ici. Si François Xavier est tombé juste dans son estimation du premier coup, c'est parce que les vieilles pierres n'ont pas de secret pour lui. Il a grandi dedans. C'est même une passion familiale. Un dimanche matin, perdu en plein milieu du département de la Mayenne, voici le manoir du XVIIe siècle, propriété de la famille de François Xavier depuis bientôt 30 ans. C'est le père Bertrand qui a eu le coup de foudre pour cette bâtisse. Ingénieur agricole de formation, mais aussi amoureux des vieilles pierres, une passion qui le pousse à devenir vendeur de châteaux. C'était en 1973. Il a été l'un des tout premiers à s'intéresser à ce marché. Pendant longtemps, personne ne s'occupait des châteaux parce que ça se vendait comme des cercueils à 5 places. C'était vraiment comme une chose difficile. Les propriétaires s'en débarrassaient, les donnaient à des colonies de vacances, personne n'en voulait. Et puis la mode a changé. Dans les années 80, avoir un château est devenu un snobisme et un signe extérieur de richesse. Ça a permis à Monsieur Lenaille de très bien gagner sa vie. Aujourd'hui, il est devenu un grand propriétaire terrien qui se la joue modeste. L'espace à la campagne est quelque chose de pas cher. Un hectare de terre, ici, ça vaut 3 000 €. Et vous en avez ? Ici, la propriété fait autour de 300 hectares et puis on a des bois au-delà. Au total, ces terres représentent bien plus d'1 million € de patrimoine. Une belle réussite pour cet ancien ingénieur agricole qui vit un peu aujourd'hui comme ses clients châtelains. Ce sont des pommes de terre du jardin et du mouton de la maison. Le père est toujours à la tête du cabinet immobilier, mais ce sont désormais François Xavier et son frère Gonzague, 29 ans, qui ont pris le relais pour expertiser des châteaux et les vendre aux 4 coins de France.
Car il faut aimer avaler les kilomètres dans ce métier. Gonzague en fait près de 2000 par semaine, c'est sa moyenne. Sur chaque vente, le cabinet Lenaille encaisse entre 5 et 7% de commission, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros au minimum. Aujourd'hui, Gonzague est dans la Sarthe. Cela fait 6 mois qu'il a cette propriété en vente à 3 millions d'euros. Bonjour Gonzague, comment ça va? Vous avez fait bon voyage? Oui, bon voyage, merci. Ça va? On commence la visite? Allez, on y va. Jesus et Ava, avec qui il a rendez-vous aujourd'hui, sont espagnols. C'est un château qui a été construit en 1860. Il y avait déjà un château plus ancien avant, mais un peu plus par là-bas. Premier objectif pour Gonzague, faire admirer le château dans toute sa splendeur. Et rien ne vaut quelques centaines de mètres de recul dans le parc pour donner le coup de cœur à ses clients. Waouh! En été, il est beaucoup plus joli. C'est charmant. C'est un style néo-renaissance. Ouais, vraiment très beau. Très beau. Ses clients espagnols vivent entre leur luxueuse villa en Espagne, leur propriété de 10 000 hectares en Argentine et leurs 3 000 hectares au Texas. Ava est décoratrice. Jesus a fait fortune dans l'immobilier. Il cherche un grand domaine en France pour y élever des chevaux et du bétail. Il compte y vivre 1 à 2 mois par an. Mais pourquoi ces étrangers fortunés veulent-ils un château plutôt qu'une grande maison moderne, plus facile à entretenir? C'est très romantique. L'histoire, tout ça, c'est très romantique. Par exemple, ici, c'est un château où l'on pourrait très bien vivre. Il a l'air confortable. Alors en plus d'être confortable, il est romantique, c'est tout. Pour Gonzague, il faut maintenant générer le coup de cœur à l'intérieur du château. Et l'imagination des architectes du 19e siècle va bien l'y aider. Au 19e siècle, ils avaient l'habitude d'inventer des petites choses amusantes. Il va leur faire le coup du miroir magique. Je ne peux pas le croire. Quelle invention! C'est tout à fait génial. Et vous pouviez vous réchauffer en admirant la vue et faire la conversation. C'est incroyable. Au lieu d'avoir un miroir. Et pour la fumée? Ah oui, il y a un conduit sur le côté. Le miroir magique, ça marche à tous les coups. Et Gonzague réserve d'autres surprises à ses clients. Les portes dérobées, par exemple, dissimulées dans la tapisserie pour communiquer d'une chambre à l'autre. Ça plaît beaucoup à madame. Gonzague lui fait aussi remarquer les cheminées d'époque. Il y a des cheminées superbes, fantastiques. À l'intérieur, c'est de la fonte. Ça chauffe bien et c'est très beau à voir. Il y a 600 mètres carrés à visiter, 2 étages, une douzaine de chambres et presque autant de salles de bain. Pour payer l'entretien, les propriétaires actuels en ont fait une maison d'hôte. 2 heures plus tard, la visite s'est très bien passée. Madame a l'air enchantée. Regarde comme c'est beau par ici. Mais monsieur, lui, trouve le parc de ce château à 3 millions d'euros trop petit. Il faut dire qu'il ne fait que 25 hectares. Il veut beaucoup plus grand. À ce niveau de prix, les acheteurs ont beau trouver tout cela romantique, ils n'en sont pas moins très exigeants. Nous, on achète pour se faire plaisir. Oui, évidemment. Mais ils n'achèteront pas ce château-là. Des visites comme celle-ci, chaque mois, Gonzague en fait plus d'une douzaine. Et cela n'aboutit qu'à 1 vente par mois en moyenne. Ça paraît peu, mais c'est largement suffisant pour se verser un salaire très confortable de plus de 10 000 euros mensuels. Des revenus juteux qui suscitent des convoitises. De nouveaux concurrents veulent eux aussi croquer leur part du gâteau. Dans la rue commerçante de Nogent-sur-Marne, une agence spécialisée dans l'immobilier haut de gamme s'est elle aussi lancée dans la vente de châteaux. Elle a été créée par Bernard Rocher il y a 3 ans. Bon, je vais me mettre là du coup, ça sera plus simple. Ancien directeur commercial dans la maintenance aéronautique, puis dans l'informatique, il s'est lancé dans l'immobilier par passion. Aujourd'hui, il emploie 5 personnes. Son affaire s'est plutôt bien développée. Faites voir les autres, s'il vous plaît.
Son problème numéro 1, c'est de trouver des châteaux à vendre. Donc il est entre Aix-et-Provence et Avignon. Ça c'est impeccable par rapport à la mission qu'on s'est donnée ce matin. Et pour cela, Bernard Rocher utilise des méthodes dignes des films d'espionnage. Une mission confiée au jeune Ludovic. Avec ses 10 doigts, un peu de jugeote et Internet, il se transforme en détective immobilier. Il commence par se connecter sur un site qui regroupe les annonces de dizaines d'agences immobilières concurrentes. Il y repère un château intéressant à côté d'une petite ville. L'annonce dit propriété sur parc à l'anglaise de 2 hectares avec rivière, tennis et boxe pour chevaux. Bien sûr, sur cette annonce, il n'y a ni nom ni adresse, rien qui puisse permettre d'identifier un propriétaire. Sauf pour Ludovic, qui a trouvé un indice précieux. Ici, on voit qu'il y a une rivière qui traverse les arbres. C'est un élément qui va permettre de retrouver le château assez rapidement. Sur une carte de la région, il a identifié un petit cours d'eau qui semble correspondre. Il n'y a plus qu'à le suivre, puis, grâce à la magie d'Internet, à afficher les vues satellites de la zone pour repérer l'un des indices figurant dans l'annonce. Et là, je vois un tennis qui est là. Ça pourrait être ça. On a une belle propriété et on a ce qui pourrait être un circuit, entre guillemets, pour les chevaux. Vérification sur la photo de l'annonce. Donc sur la photo, il y a une petite allée qui se remarque au niveau du château, au niveau de la vue aérienne. Donc maintenant, on a l'adresse qui est dans un croisement entre chemin de la chaussée et rue du Viaduc, donc dans la région de Deauville. Trouver le téléphone qui va avec l'adresse n'est plus qu'un jeu d'enfant, il suffit de regarder l'annuaire. Et voilà comment un château de plus se retrouvera en vente dans cette agence après démarchage téléphonique auprès du propriétaire. Par des informations et des recoupements d'informations, je crois qu'on va savoir que votre propriété est à la vente. Nous sommes une société spécialisée. Des châteaux à vendre, Bernard Rocher en a maintenant 62. La vitrine qui lui amène le plus de clients, c'est son site internet et ses photos de rêve. Des photos qui doivent crever l'écran au premier regard, et pour cela, il y a là aussi quelques astuces. Donc d'accord, on prend la vue d'ensemble générale au départ. Jean-Jacques, le bras droit du patron, et Ferdi, la responsable marketing, sont en train de mettre en vente un petit château directoire. Ils doivent choisir les photos les plus sexy. Celle qui compte le plus, c'est la première que verra le client sur l'annonce. La première, c'est l'accroche, donc c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc, on n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une bonne impression, une première bonne impression. Donc voilà. Alors parfois, cette bonne impression, il faut l'améliorer un peu. Par exemple, sur ce bâtiment qui fait partie des dépendances du château. Première dépendance là, si on pouvait éliminer l'antenne, c'est pas bon ça. Un petit coup de gomme électronique et l'élément disgracieux disparaît, comme par magie. Même traitement impitoyable pour ce poteau électrique qui gâche la vue principale. Quelques coups de souris plus tard, voici le résultat. Et les photos améliorées, il n'y en a pas qu'une sur le site de l'agence. Ici, les volets étaient fermés, on les a ouverts. Là, un camion stationnait devant les dépendances, on l'a désintégré. Et sur le bas de celle-ci, on a carrément nettoyé les plates-bandes pour faire plus chic. Bref, on triche un peu, mais d'après Jean-Jacques, ça reste tout à fait acceptable. On améliore, mais on ne transforme jamais un élément décoratif existant. On va supprimer un objet un peu polluant, comme on vient de le faire, mais on ne va pas retirer une tapisserie qui existe au mur ou changer la couleur d'un mur. Ces photos retouchées servent aussi pour leur publicité dans des magazines de luxe. Des pubs qui coûtent très cher, plus de 50 000 € de budget annuel, mais qui marchent bien. Chaque page leur amène une dizaine de contacts avec des acheteurs potentiels. Et justement, ce jour-là, Bernard Rocher et Jean-Jacques ont rendez-vous pour un très gros coup. Le genre de coup qui peut rapporter plus d'1 demi-million d'euros de commission à l'agence. Direction la campagne d'Île-de-France, à 1 heure de Paris. Aujourd'hui, ils vont faire visiter leur plus beau château en portefeuille, un château à 10 600 000 €. Le client roule en voiture de sport voyante, plutôt bon signe pour la suite des opérations. C'est pas splendide ?
rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à ce qu'on a vu sur le site et tout. Absolument, par rapport à la première... Le client est français, il s'appelle Eric. Il a fait fortune dans la promotion immobilière. Il cherche un château comme résidence principale et veut en faire en même temps des chambres d'hôtes de très grand luxe. Moi, je trouve que c'est un des rares châteaux en Ile-de-France qui ressemble un peu au château de la Loire. Bien sûr, toiture ardoise. Cette tour à gauche qui a presque le profil d'un Magnum de Bordeaux. Il y a un peu d'imagination. Avec un petit peu d'imagination. Bernard Rocher sait bien que ce château du XIVe siècle est a priori trop cher pour son client. Son budget n'est que de 9 millions d'euros. Mais les deux vendeurs comptent bien sur deux arguments pour susciter le déclic. D'abord, le grand luxe de la propriété et l'excellent état général du château. 90 de l'autre côté. Aucun travaux pour la toiture, aucun travaux pour les murs. Ah oui, techniquement, c'est impressionnant. C'est vraiment... Le deuxième argument sur lequel compte Bernard Rocher, c'est la décoration intérieure du château. Car il est vendu meublé et l'intérieur est un vrai petit musée. On aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas ici un meuble, un tableau, un lustre en cristal qui ne soit pas une antiquité rare. Le propriétaire actuel est un décorateur passionné d'objets anciens. Il a mis 15 ans pour chiner tous les objets qui décorent son château. Vous avez un très très beau salon Louis XVI d'époque à Caisson. Authentique, évidemment. Authentique à Caisson. 170 000 € pour cet ensemble de salons Louis XVI. 13 000 € pour ce lustre vénitien d'époque 18e. Chaque objet ici a été expertisé et vaut une petite fortune. À part l'argenterie, tout reste, y compris le linge de salle de bain, les draps pour les lits, etc. Au total, il y en aurait pour 2 millions d'euros de mobilier, inclus dans le prix du château. Cela pourrait être un handicap pour la vente, mais les deux vendeurs en font un argument pour ce client qui a un projet de chambre d'hôte de grand luxe. Une déco toute faite lui permettrait de gagner du temps. Le prix, c'est l'immobilier et le mobilier ici. C'est évidemment une part très importante. Le travail de décoration, la recherche, les matériaux employés, la qualité, les tapisseries, les tapis, Non, c'est vraiment... Ça représente un énorme travail si vous deviez le faire. État irréprochable. Absolument, techniquement irréprochable. Les deux compères ont encore une dernière carte à abattre pour séduire leurs clients. Ça se passe au dernier étage du château, juste sous les combles. Magnifique. Et là, vous allez découvrir la fameuse salle de bal que vous avez vue sur le site, qui est exceptionnelle, notamment en raison de sa charpente. Ouais. Alors ça, pour l'anecdote de l'histoire... Type bateau... Ça, c'est carène inversée de bateau. Ouais. Ça a été fait par les Hollandais au XIVe siècle. Ouais. Puis on a vraiment le... Ah oui, là c'est pour danser, c'est parfait. Vous y voyez à danser la valse, ici Écoutez, avec des cours, oui. C'est magnifique, c'est magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. C'est dans un état exceptionnel. Exceptionnel par rapport encore à ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. C'est le 6e château qu'il visite depuis qu'il a commencé ses recherches. Et cette fois, Eric est bluffé. Son problème, c'est qu'il n'y a pas un seul défaut sur lequel s'appuyer pour négocier le prix. Il est proposé à 10,6 millions. Il va donc falloir que l'acheteur explose son budget de 9 millions d'euros. À quel prix maximum vous seriez acquéreur de ce château? Est-ce que vous avez une petite idée là? Disons qu'à 9,5 millions, je pourrais certainement trouver le moyen de faire l'acquisition. Ah ouais. Vous iriez jusqu'à là? C'est une bonne surprise pour les agents immobiliers. Vu la prestation, oui. Une surprise qui pourrait leur rapporter 475 000 € de commission. Ça, c'est sûrement jouable, à mon sens. Je ne veux pas m'avancer, mais une proposition ferme dans ces prix-là, on peut la tenter. Mais il y a encore un sacré défi à relever pour nos deux agents immobiliers. Disponibilité. Et puis, à très bientôt, j'espère, avec votre épouse. Car avant de recevoir une offre ferme, il faudra encore convaincre l'épouse du client qui aura son mot à dire. Toute la commission de Bernard Rocher et de son agence est suspendue à cette prochaine visite. Tout au long de cette émission, on a vu comment et pourquoi Dubaï attirait les fortunes qui viennent du monde entier.
Mais à Dubaï, il n'y a pas que des gens riches, loin de là. Sur 1,5 million d'habitants qui sont ici, les 2/3 sont des ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Alors nous sommes à une demi-heure du centre-ville, dans le quartier de Sonapur. Ici vivent des milliers et des milliers d'ouvriers qu'on voit habituellement sur les chantiers à Dubaï. Ils viennent d'Inde ou du Pakistan et ils habitent dans des dortoirs, dans des baraquements qui appartiennent d'ailleurs aux sociétés de construction qui les emploient. Ça s'appelle des labor camps, c'est-à-dire des camps de travail. Donc nous nous trouvons ici dans ce qu'on appelle un labor camp, c'est-à-dire un endroit où tous les ouvriers qui travaillent sur des chantiers dorment et vivent lorsqu'ils ne travaillent pas. Il faut savoir qu'ici, on travaille 6 jours sur 7, donc là c'est leur jour de congé. Et nous allons rencontrer l'un d'entre eux, un groupe qui habite dans une de ces chambres. Hello. Vous vivez tous dans la même chambre ? Oui, on est 10 là-dedans. Et vous, où est-ce que vous dormez ? Ici, et mes camarades dorment là, puis là ou encore là. Ok. Mais il n'y a pas de fenêtre ici. Vous avez assez d'air ? Don't you lack air ? On n'a pas de fenêtre, mais heureusement, on a quand même l'air conditionné. Okay. Comment trouvez-vous les conditions de vie et de travail ici ? C'est très difficile. Je gagne 120 € par mois, mais ce n'est pas assez. Le coût de la vie ici est plus cher que dans mon pays en Inde. Entre ce que je dépense pour me nourrir et ce que j'envoie à ma famille, je ne mets rien de côté. Si je pouvais, je retournerais chez moi, mais je n'ai pas le choix. Comment ça, vous n'avez pas le choix ? Pourquoi vous ne rentrez pas ? Vous savez, pour venir ici, j'ai dû emprunter de l'argent pour payer mon voyage et décrocher ce travail. Donc avant de rentrer chez moi, il va falloir que je travaille encore des mois et des mois. En fait, je gagne à peine plus qu'en Inde. Mais alors, c'est quoi l'intérêt d'être venu ici ? Eh bien, l'agence qui m'a recruté en Inde m'avait promis tout à fait autre chose que ce que j'ai trouvé en arrivant ici. Je devais toucher 160 € par mois pour 8 heures de travail par jour. Ça, c'était la promesse. D'accord. Et la réalité, c'est quoi exactement ? Non seulement je ne gagne que 120 € par mois, mais en plus je travaille très souvent 10 heures par jour. Et ces heures supplémentaires-là ne sont jamais payées. Et vous n'avez pas essayé de réclamer le salaire qu'on vous avait promis ? Si on se plaint auprès de la compagnie, elle n'écoute pas, elle n'en a rien à faire de nous. On a bien tenté, mais ça n'a rien changé. Ça ne sert plus à rien de se plaindre. De toute façon, c'est la compagnie qui a nos papiers, on ne peut pas partir comme ça. Vous voulez dire que vous n'avez pas votre passeport ? Non, le passeport m'a été confisqué par la compagnie. C'est elle qui le garde et c'est comme ça pour tout le monde. C'est quoi ça ? Ça, c'est le permis de travail qui nous donne à la place. Donc, pour avoir le droit de travailler ici, vous avez dû donner votre passeport et en échange, on vous a donné ce permis de travail. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi avez-vous accepté de donner votre passeport ? Le passeport, mais c'est une règle, on n'a pas le choix, on doit les donner. Ils sont confisqués jusqu'à la fin du contrat et nous, on est bloqués ici. Sinon, vous ne décrochez pas le travail ? Non, il n'y a pas d'autre solution, non, c'est comme ça. Vous avez un syndicat ici ? Non, ça n'existe pas ici. Les manifestations ou les grèves ne sont pas autorisées dans ce pays. Vous regrettez d'être venu ? Oui, je le regrette, mais dans 2 ans, j'espère bien être de retour chez moi quand même. Thank you very much. Voilà, notre voyage à Dubaï et plus largement sur la planète des riches est maintenant terminé. Nous avons préparé cette émission avec Philippe Pécoul, Thibaut de Barberac, Fabien Vincent, Emmanuel Leclerc, Pénélope Ponté et Laurent Renaudy. Tout de suite, secret d'actualité consacré au drame de Columbine aux États-Unis. Bonsoir et bonne semaine. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital sur m6.fr.